Trop de nos compatriotes ont du mal à se loger. Les dépenses de logement ont atteint dans le revenu des ménages une part excessive. Et c'est au fond l'un des principaux problèmes du pouvoir d'achat des Français. Je vous propose que nous co-construisions le plan logement. Un peu comme on construit un immeuble, brique après brique, avec l'expertise et le talent de chacun. On doit pouvoir récupérer ces logements vacants, abandonnés, pour permettre de les réhabiliter, pour permettre de les remettre sur le marché. On a tout un tas de ménages qui arrivent du privé, qui ne peuvent plus s'y loger, parce que trop cher. Donc on arrive à une situation extrêmement contrainte, qui est en effet proche d'une bombe sociale. Bonjour à tous, que ce soit pour les jeunes ou les foyers modestes, se loger est une galère et le phénomène s'est aggravé ces dernières années. Pire, même avoir un emploi stable et correctement rémunéré n'est plus une garantie pour avoir un logement décent. En 2024, on a assisté à une chute historique du nombre de constructions de logements neufs, avec seulement 250 000 logements mis en chantier l'an dernier, un niveau qui revient à celui des années 50, alors que le pays comptait 20 millions d'habitants en moins. Parmi les acteurs pointés du doigt, il y a les plateformes de location de courte durée comme Airbnb, qui est désormais très bien installée en France, qui déstabilise le marché de la location. Dans le même temps, on voit un niveau record de demandes de logements HLM, à près de 3 millions de demandes et moins d'un dixième qui aboutissent. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, 5 Français vont témoigner de l'impact de cette crise sur leur quotidien. Bonjour à tous les 5, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec vous, on va faire un tour de France, que vous ayez galéré à trouver votre location ou que vous soyez par exemple propriétaire avec votre logement sur Airbnb. Avec ces questions au cœur de ce débat, qu'est-ce qui a coincé pour vous loger? Quel est l'état de votre logement et selon vous, quels sont les freins pour avoir davantage de biens pour tous les Français? Pour commencer, nous allons à Toulouse, à la rencontre de Lucie. Bonjour Lucie, vous êtes étudiante, vous avez trouvé un logement un peu en dernière minute après avoir passé 5 mois à envoyer plusieurs dizaines de dossiers. Avant de vous entendre, on va faire avec vous une petite visite de votre studio. Voilà, ici mon semblant de cuisine avec un bout de la cuisine qui est tombé, qui n'a jamais été remis. J'ai pas de plaque, donc je suis obligée de cuisiner avec ça. Voilà. Ensuite, on a la salle de bain avec une porte qui ne se ferme pas. Voilà, c'est un espèce de pare-vent. Avec un semi-broyeur pour les toilettes et un débit d'eau très faible. Voilà, et ensuite on a mes fenêtres qui sont cassées. Ici, ça fait 1 an et demi que j'ai rien pour couvrir ma fenêtre et que du coup, il y a de la lumière dans tout mon appartement tous les matins. Bonjour Lucie. Alors, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit que face à la galère de cette recherche d'appartement, finalement, on ne peut plus faire la fine bouche. Est-ce que vous diriez que vous êtes mal logée aujourd'hui, Lucie ? Bonjour à tous. Déjà, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour être honnête, moi, je suis venue en France, du coup, pour faire mes études. Je viens de La Réunion. Et du coup, comme vous l'avez dit, j'ai fait toute ma démarche pendant 6 mois pour essayer de trouver un appartement auquel j'ai fait que essuyer des refus. Et excusez-moi, je suis un peu stressée. J'ai fait que essuyer des refus pendant 6 mois, malgré pourtant le fait que j'avais 2 garants. Mes parents, je travaillais aussi. J'étais mineure et je travaillais en tant que femme de ménage dans une banque. Et pour autant, on m'a toujours rembarrée en me disant qu'il y avait des gens déjà sur le terrain pour visiter, que de toute façon, je venais de loin et que pour les propriétaires, c'était plus facile pour eux et qu'ils n'allaient pas s'embêter avec une enfant qui venait de l'autre hémisphère. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait un marché aussi bouché? C'est ce que vivent peut-être des milliers d'étudiants à chaque rentrée. Est-ce que vous étiez préparé à cela? Non, pas à ce point. Enfin, je savais que c'était quand même compliqué, d'autant plus que Toulouse, c'est la première ville étudiante de France. Donc, on sait qu'il y a énormément d'étudiants. Sur à peu près 500 000 habitants, il me semble qu'il y a 300 000 étudiants. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, oui, je m'attendais à un marché saturé. Mais en fait, là, c'était pas de la saturation. C'est que je me suis sentie ostracisée. Et en fait, la problématique du logement s'est répercutée
sur mon accès à mes études. Enfin, moi, j'étais enfant à La Réunion et avec mes parents, on s'est dit si je n'ai pas d'appartement, je ne peux pas faire mes études. Ouais. Donc, ça a été vraiment un frein. Et donc, vous en on êtes s'est posé la venu. question est-ce que je dois choisir ma sécurité ou choisir mon avenir? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toute cette démarche? Il y avait une insécurité pour vous? C'était quelque chose de très stressant émotionnellement? En fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que pendant cette semaine et demie, en fait, c'est la dernière semaine où on voit nos parents. Je suis venue en France pour trouver un logement, pour m'installer. Et en même temps, je devais dire au revoir à mes parents que je n'allais pas revoir pendant 1 an. Et moi, je parle de ma situation, mais en fait, c'est la situation de plein d'étudiants. Et c'était vraiment émotionnellement éprouvant. C'était très désagréable de dire au revoir à ses parents, à sa mère, en tout cas dans ces conditions-là. Du coup, on s'est retrouvés vers une agence. En fait, on est venu pendant cette semaine-là à expliquer à l'agent que c'était soit on me trouvait quelque chose, soit je restais toute seule dans la rue. Donc, on a eu un peu cette stratégie de chantage émotionnel à dire à l'agent, mais là, vous allez laisser une gamine de 16 ans qui commence ses études dans la rue. Voilà, et donc c'est aussi, on le comprend, la difficulté aussi, Lucie, qui est liée au fait que vous veniez de la Réunion à ce moment-là. Alors, pour réagir à votre témoignage, j'accueille sur ce plateau 3 sénatrices. Bonjour à toutes les 3. Vous allez pouvoir dialoguer comme ça avec nos témoins tout au long de cette émission. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes. Également avec nous, Amel Gacquer, sénatrice centriste du Pas-de-Calais. Vous travaillez notamment sur le volet logement dans le budget. Et enfin, Viviane Artigalas, bonjour. Sénatrice PS des Hautes-Pyrénées, vous, c'est la rénovation urbaine dans le budget. Et je précise que toutes les 3, vous avez co-signé ensemble un rapport sur la crise du logement publié en avril 2024. Madame Estrosi-Sassone, on sent l'émotion de Lucie à témoigner. Tout ça fait remonter en elle cette crise qu'elle a vécue pour trouver son appart. Que ça vous évoque, vous, cette émotion? Eh bien, d'abord, effectivement, merci Lucie de ce témoignage qui montre combien aujourd'hui, dans notre pays, il est difficile de se loger, que l'on soit un jeune, un étudiant, une étudiante en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est saisi, au nom de la Commission des affaires économiques, de cette problématique plus particulière du logement des jeunes, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes qui doivent quitter le domicile parental pour poursuivre des études, comme le fait Lucie, mais également tout simplement pour pouvoir accéder à une certaine autonomie, ont les plus grandes difficultés à trouver un logement qui soit le plus en adéquation avec leurs ressources, et pour éviter, bien évidemment, que la précarité qui est très présente dans la population étudiante et chez les jeunes ne soit aggravée au travers d'un logement qui ne serait pas un logement abordable. Et donc, Lucie montre aujourd'hui combien c'est une véritable course en sac que de pouvoir accéder à un logement. Alors, un logement étudiant, on voit bien qu'il y a eu des annonces qui ont été faites sur un nombre de logements étudiants. On a parlé de 60 000 logements étudiants en 2017. Total, 5 ans après, il n'en est sorti que 30 000. Oui. Mais il y a aussi des places dans les CROUS, il y a bien évidemment des places chez les bailleurs sociaux, mais ce n'est pas suffisant au regard du nombre d'étudiants. Et force est de constater que bon nombre d'entre eux sont amenés à se loger dans le privé et que cela grève considérablement leur budget. Madame Artigalas, le fait qu'il faille choisir entre parfois ses études et le fait de trouver un logement qui convienne dans l'endroit où on fait ses études, que ça vous évoque. Les conséquences que ça peut avoir derrière sur son orientation? Ça peut avoir, elle l'a dit, mais c'est pour nombre d'étudiants, y compris en métropole, dans les territoires ruraux. Moi, je le vois chez moi, des étudiants ne vont pas à Toulouse, justement, parce qu'ils ne peuvent pas trouver un logement, donc se rabattent sur l'IUT ou l'université qu'il y a à Tarbes, chez moi, et renoncent à des études parce que c'est trop difficile de loger un logement. On a bien vu aussi, donc j'étais co-rapporteur du rapport sur le logement des jeunes, et on a bien vu aussi que ce qu'elle a connu, la majorité des jeunes étudiants se logent dans le parc privé. Or, effectivement, c'est très difficile dans certaines zones tendues d'avoir accès à ce logement privé. Et il y a quelque chose quand même qui peut aider, parce que les coûts des loyers aussi, elle n'en a pas parlé, mais c'est aussi très important. Et pour certaines familles de milieu modeste, c'est très difficile d'assumer le coût des loyers. C'est pour ça qu'une des recommandations dans notre rapport, c'est de ne pas toucher aux aides personnalisées au logement, aux APL, c'est de dire, on a voulu à un moment donné les diminuer. Je crois que pour les jeunes, il ne faut surtout pas diminuer ces APL pour
continuer à les aider à se loger dans le parc privé. Amel Gacquer, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est toute la suite de la crise du logement qui, à la fin, qui a une conséquence se répercute sur les jeunes? C'est aussi ça qui se joue, en fait, qui se retrouvent à aller dans le privé comme cela, ce qu'on disait à l'instant. Alors merci en effet tout d'abord pour ce témoignage, Lucie. Moi, c'est un témoignage qui me touche beaucoup parce que je trouve que là, on touche quand même à une promesse républicaine qui est aujourd'hui l'égalité ou l'accès en tout cas à tous à un logement qui est un droit fondamental. Et ça me touche beaucoup parce que dans notre pays, c'est un droit que nous devons préserver. Et à votre question qui est de dire pourquoi on en est arrivé là, on parle des étudiants, mais en fait, ces crises du logement, elles touchent tous les étudiants. Et dans le rapport qui a été évoqué, on parle bien d'un problème de logement pour les étudiants, mais pour les jeunes dans son ensemble. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on parle de préconisation en disant justement qu'il ne fallait pas seulement prendre cet angle-là de trouver, en tout cas, de proposer un logement à des jeunes étudiants, mais aussi à des travailleurs. Alors, c'est le principe dans cette émission. Nos citoyens préparent des questions à l'avance pour vous les poser lors de cette émission. Lucie, est-ce que vous pouvez nous poser votre question, s'il vous plaît? Franchement, la question qui me turlupine, moi je me dis comment vous pouvez être sénateur, vous avez la chance en fait d'avoir un pouvoir qui est immense entre vos mains, qui est le pouvoir législatif. Vous avez quand même transféré un mandat. Et en fait, nous, en tant que société civile, on est obligé d'organiser au sein de la société civile des choses que l'État n'est pas capable de faire. Enfin, je veux dire, la société civile est obligée de combler les manquements de l'État. Et moi, je le vois à la faculté. On s'organise entre étudiants dans la propre promo pour combler les galères de notre ami du TD d'à côté. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'en fait, ça fait des années que ça dure. On a l'impression de parler dans le vide. Moi, je suis désolée, mais quand je vois un Gérard Larcher qui achète une chaise à 40 000 €, je me dis qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public alors qu'on pourrait construire des logements. Et la question que je me pose, c'est quelles mesures est-ce que vous comptez faire, quelles mesures concrètes vous comptez prendre pour faire en sorte, pour faciliter l'accès au logement des étudiants qui sont obligés de déménager dans une autre région. Et encore plus, moi, je vous amène ce prisme-là, moi, de quelqu'un qui a grandi à La Réunion. Quand on grandit dans les Outre-mer, on nous dit jusqu'à nos 18 ans, jusqu'au bac, de toute façon, si vous voulez avoir un avenir et vous voulez avoir une chance de réussir dans la vie, il faut vous barrer en France. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider? Parce qu'en fait, c'est émotionnellement éprouvant. Et voilà. Madame Estrosi Sassone, elle parle avec ses mots de jeune aussi. Oui, je l'entends bien. Bon, après, il faut se garder un petit peu du démagogie. Et il y a des sujets qu'il ne faut pas mettre en balance. Oui, on est sénateur, oui, on a un pouvoir qui est le pouvoir législatif, mais on n'a pas tous les pouvoirs. Et d'abord, le premier de ces pouvoirs qui concerne la question du logement, il revient à l'État. Et donc, bien évidemment, à l'exécutif. Et aujourd'hui, ce que l'on peut malheureusement regretter, c'est que plus particulièrement depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, le logement n'a jamais été pris à la juste hauteur qui doit être la sienne dans le cadre du territoire national et faire en sorte que ça soit une priorité. On l'a dénoncé, on le dénonce régulièrement ici au Sénat de façon tout à fait transpartisane parce qu'on a bien la sensation qu'aujourd'hui s'est grévé dessus une crise du logement sans précédent qui est venue encore aggraver les choses et qui fait que malheureusement, bon nombre de nos concitoyens, qu'il s'agisse de jeunes actifs, qu'il s'agisse de familles modestes, qu'il s'agisse d'étudiants, qu'il s'agisse de personnes âgées, n'arrivent plus à trouver un logement qui soit un logement abordable et qui réponde à leurs besoins, et cela, quels que soient les territoires sur lesquels ces personnes sont situées. On va aller voir une deuxième citoyenne juste après, mais Amel Gacquer, dans le rapport de 2024, vous parliez de crise politique à propos de la crise du logement. C'est une crise... Pourquoi crise politique d'ailleurs? Comment est-ce que vous expliquez ce terme? Alors, c'est ce manque de volontarisme depuis 2017, c'est ça? C'est-à-dire que pour dire les choses simplement, et c'est bien de le dire avec ces mots-là parce que ce sont les mots de ceux qu'on rencontre tous les jours. Aujourd'hui, vous savez, un maire, la première chose qu'on lui demande, c'est un logement. Qu'il soit étudiant, que ce soit un ménage, ce n'est plus forcément l'emploi arrive après, c'est le logement. Et en fait, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a plus, ça fait des années, et ça date pas seulement que de 2017, c'est très juste, c'est monté en puissance depuis, on n'a pas mis le logement comme une priorité, alors même qu'il est impossible de trouver sa place dans la société aujourd'hui si on n'a pas au moins un logement. Voilà pourquoi, ici en tout cas, s'il y a bien consensus autour de la table, c'est qu'à 3, on sait qu'on doit y aller. Et quand vous disiez très justement, vous posez la question très juste, que fait-on? Moi je vous le dis, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de voter un projet de loi de finances, un budget, pendant lequel on décide de budget. Maintenant, l'instabilité politique, c'est pour ça que quand on parle de sujets politiques, fait que ces budgets ne sont pas forcément votés. Donc on prend des décisions sur le logement étudiant aujourd'hui quand on nous dit qu'il faut créer 45 000 logements d'ici 2027 pour les étudiants, pardon.
eh ben, c'est pas suffisant. Et donc, on pose sur la table ces décisions, ces budgets que nous votons. Maintenant, ils ne sont pas suivis. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour raison l'instabilité politique et puis aussi le budget dans lequel on est aujourd'hui et le contexte budgétaire, mais qui ne doit pas expliquer, en tout cas qui ne doit pas aller à l'encontre de notre priorité, de votre priorité. Je voudrais remercier Lucie pour son premier témoignage. On va prendre la direction de la Bretagne pour aller à la rencontre de notre deuxième citoyenne qui a accepté de participer à cette émission. Nous rejoignons Frédéric Boken. Bonjour Frédéric, vous êtes fonctionnaire territorial à Plérin, c'est dans les Côtes-d'Armor. Vous avez également des difficultés à trouver un logement qui vous convient. La maison que vous louez est trop chère. Avant d'en parler avec vous, on va voir quelques images que vous avez tournées pour nous. Voilà pratiquement 30 ans que je vis dans cette belle commune qui s'appelle Plérin, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Là, c'est mon quartier. Hein. Dans le fond, vous voyez à peine, bien sûr, il y a de la brume, mais c'est la baie de Saint-Brieuc. On voit un petit peu la mer, mais aujourd'hui, le temps n'est pas idéal. Bonjour Frédéric, donc vous habitez ce petit village, vous êtes locataire et qui vous tient à cœur, mais donc que vous allez devoir quitter, c'est bien ça ? Oui, mais en fait, quand j'ai pris cette maison il y a 3 ans, c'était suite à une séparation. Il fallait absolument, je savais déjà que c'était la crise du logement, très très compliqué pour se loger à Plérin. Par mon réseau, j'ai eu, par aussi une collègue, j'ai su que cette maison était bientôt libre, donc je me suis précipitée en fait. J'ai tout de suite contacté le propriétaire et j'ai décidé d'apprendre malgré le loyer qui était cher. Malheureusement, je l'ai pris. Voilà, et aujourd'hui, cette maison elle est devenue trop chère pour vous, c'est ça ? Oui. Alors, en effet, elle est trop chère et en plus, j'ai mangé une bonne partie de mes économies parce que les charges sont chères et en fait, c'est pas fait... Enfin, franchement, c'est une très belle maison pour vivre, mais à 2. Pas avec un seul salaire, c'est pas possible. Oui. Pas avec un salaire de fonctionnaire territorial. Pouvez-vous nous préciser combien ça pèse votre loyer par rapport à votre salaire ? C'est une grosse part, c'est cela ? Pas du tout. Je dois payer 765 € de loyer et j'ai un salaire de 1 950 €. Voilà, donc ça fait à peu près 40% de votre salaire qui passe immédiatement dans le loyer. Vous vous imaginiez un jour vous retrouver dans cette situation, vous pensiez faire partie des gens qui ont des difficultés à payer leur loyer ? Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, moi, c'est un stress maintenant depuis 1 an et demi. Alors, effectivement, comme j'ai une très grosse charge mentale au niveau de mon travail, je mettais toujours au lendemain le fait qu'il fallait que je cherche quelque chose d'autre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une collègue, un jour, je me suis un petit peu épanchée et elle est assistante sociale. Et elle m'a dit, non, mais il faut absolument que tu trouves un logement social. Et là, je lui ai dit, mais non, je ne suis pas du tout... je n'aurai jamais de logement social avec ma situation. Limite, je ne suis pas encore assez pauvre, entre guillemets. J'ai un salaire, on va dire, correct, mais pas avec un loyer... pas avec un loyer comme ça. Et en fait, c'est elle qui m'a poussée vraiment, il y a 1 an, plus d'1 an, à faire cette démarche que je me sentais incapable de faire parce que tout était sur la plateforme. Alors déjà, moi, je travaille énormément dans le numérique. Et franchement, ça me donnait vraiment pas envie, quoi. Et donc aujourd'hui, vous attendez un logement HLM. Vous avez donc maintenant vraiment, vous êtes remis dans cette démarche pour trouver ce logement HLM. Et vous avez un passage devant la commission aujourd'hui, si j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai déjà été 3 fois en commission. Hein. Et j'arrive toujours en 2e position. Et donc, ça veut dire qu'a priori, je suis dans les clous. Hein. Oui. Mais voilà, il y a une situation... je comprends, hein, il y a des gens qui sont encore plus en galère, on va dire. Et donc, vous pensiez devoir renoncer au logement dans le secteur privé pour aller vers les HLM. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage ? Ah oui, non, mais j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, repartir dans un logement aujourd'hui privé, ça veut dire peut-être éventuellement chercher dans une agence immobilière, donc j'aurai des frais d'agence, je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas aujourd'hui. Peut-être avancer 2 mois de loyer, je ne peux pas. Je n'ai pas le choix que d'aller dans le logement social parce que dans le logement social, en fait, vous avez juste une somme minime quand vous rentrez. Et c'est le mois d'après, en fait. Vous arrivez dans le logement et vous donnez on va dire en gros 300 €. Vous voyez un peu la différence. Donc moi, je n'ai pas le choix. Et là, en fait, sur les 3 logements où j'ai postulé, du moins j'ai accepté,
Il y en avait 2 qui étaient en construction, donc ça veut dire aussi basse consommation, très bien isolé. Enfin, vous voyez, et le premier où c'était dans ma commune en plus. Et là, quand j'ai eu la réponse et que c'était négatif, j'ai été super déçue. Ouais. Et donc c'est ma dernière question, vous le dites aujourd'hui, se loger dans le privé pour vous à Plérin, c'est impossible, les prix étaient devenus inabordables pour vous, c'est ça? Exact, mais en même temps, quand je parle un peu à des personnes qui sont dans ce milieu-là de l'immobilier ou autre, c'est pas aberrant de payer 765 € pour une maison de 3 chambres ici, hein, parce que le Plérin est au bord de la mer et ça a énormément flambé. Donc, mais c'est moi, ma situation ne colle plus avec mon logement. Vous lui posez une question en plateau à une des sénatrices, Madame Artigalas. Je vais vous demander, avant votre séparation, vous étiez propriétaire ou locataire aussi? Tout à fait. Propriétaire. Vous étiez propriétaire. Oui. Et alors, allez-y, Madame Artigalas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre citoyenne qui témoigne ce jour? Oui, non, c'est le cas de nombreuses. On est dans une société aussi où les séparations entraînent des difficultés, particulièrement pour les femmes qui vivent seules, même si elles travaillent, et encore plus quand elles sont avec des enfants. Et elle est dans je vois bien, vous êtes dans une zone touristique tendue, où on voit bien comment les loyers et comment ont augmenté encore dans le privé, encore plus. Et un salaire ne suffit plus. Et qu'un salaire ne suffit plus. Et en plus, vous êtes aussi, on voit bien que dans tous le poids du loyer, dans 40%, c'est devenu courant pour les ménages que le poids du loyer coûte soit à 40% de leur revenu, ce qui est énorme. Donc on va économiser sur d'autres choses. Donc ou puiser dans son petit pécule, quoi, tous les mois. Et la question de l'accès au logement social, il y a, vous l'avez dit, 3 millions de personnes en attente d'un logement social. Un dixième qui a une place. Et puis dans des zones comme les vôtres, parfois, il y a moins de construction de logements sociaux. Parce que parfois le foncier manque aussi, et puis parce que les bailleurs sociaux ont été mis en difficulté aussi depuis 2017 via des ponctions qui sont faites sur leurs revenus. Donc voilà, on voit bien combien tout ça est très compliqué. Oui. Et vraiment, je souhaite que ça aboutisse, Madame, pour vous, et que vous puissiez trouver un logement social. On le souhaite tous. Madame Estrosi-Sassone, est-ce qu'il y a là ce poids des logements secondaires aussi, dans certaines zones en France, qui pèsent sur le marché locatif ? Oui, d'abord, je voudrais dire à Frédéric qu'elle fait partie de ces 70% de la population aujourd'hui qui peut prétendre à un logement social. Et c'est vrai que ça peut paraître un pourcentage extrêmement élevé, mais c'est la réalité que l'on vit aujourd'hui dans notre territoire quand on voit les conditions de ressources et de revenus. Donc c'est important, bien évidemment, qu'on arrive à fluidifier le parcours résidentiel. Et pour fluidifier le parcours résidentiel, il faut d'abord et avant tout construire plus, et construire plus à la fois des logements privés, mais des logements sociaux, parce que la politique du logement, elle s'appuie bien sur 2 jambes, la jambe du parc public social et la jambe du parc privé. C'est essentiel. Et aujourd'hui, vous êtes dans du parc privé, mais effectivement, vous n'arrivez pas à faire face à un loyer qui est extrêmement cher et à des charges qui le sont tout autant. Et donc, vous vous tournez naturellement vers un logement social, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent un logement social et vous avez déjà eu, malheureusement, l'échec de passer par 2 fois en commission d'attribution et de ne pas pouvoir être retenu. Parce que sur des propositions qui sont égales, eh bien, c'est très difficile d'arriver à faire un choix quand on a 3 propositions de personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Je voulais vous lire aussi nos téléspectateurs qui peuvent témoigner sur les réseaux sociaux. On a proposé aux gens comme ça de poser leurs questions ou de poster leurs témoignages, et on a eu cette personne à Salanches en Haute-Savoie, 34 ans, qui nous a dit: mon frère a acheté seul un 71 mètres carrés à Évreux en Normandie, il a le même poste, même salaire que moi, et pour 85 000 €. Ici à Salanches en Haute-Savoie, le même appartement vaudrait 230 000 €. Comment on explique cette disparité comme ça sur le territoire, Madame Gacquer? Là, il n'y a pas le poids aussi des logements secondaires? Il y a le poids des logements secondaires, en effet, qui fait qu'on a moins en fait, de logements à louer, et donc forcément les prix qui augmentent. C'est vraiment mécanique. Il y a ça, puis après, on voit bien, aujourd'hui, on a quand même si la crise du logement, le manque de logement, la pénurie, elle se vit partout, elle se vit quand même différemment. On le voit bien sur le littoral, dans le sud, on a quand même une tension beaucoup plus forte. Et tout ça, en fait, aggrave et accentue en fait, cette difficulté. Oui. Je rebondis sur
sur ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien cette offre de logement social, il y a l'offre de logement privé qui est aussi extrêmement importante. Et on en a parlé il y a peu. On a évoqué, dimanche dernier, la création du statut du bailleur privé. Et en fait, derrière cette idée, ce qu'on souhaite, j'avais déposé avec mon collègue Daubresse, sénateur Daubresse, un amendement là-dessus. L'idée, c'était de pouvoir, ou en tout cas d'inciter les bailleurs à nouveau investir dans la pierre, acheter pour pouvoir à nouveau louer. Donc une réponse concrète, ça peut être rapidement quelque chose qui peut débloquer la situation. Ça le sera si et seulement si ce dispositif est incitatif. On avait déposé, sans entrer dans la technique, un amendement pour poser un dispositif, en tout cas très incitatif, dispositif qui malheureusement a été, je vais utiliser le terme, je le réutilise parce que c'est le bon, édulcoré, qui a été vraiment dégradé, ce qui fait qu'aujourd'hui, la façon dont il est sorti, on a un statut, c'est bien, mais il faut aujourd'hui le rehausser pour redonner envie à l'investisseur d'acheter et de mettre à louer. Madame Artigalas, on a aussi renforcé la réglementation sur les passoires thermiques, on a légiféré sur les diagnostics énergétiques. Est-ce que cette idée n'a pas aussi fait un embouteillage ensuite dans les nombres d'offres ? Est-ce qu'on a bien fait d'aller aussi loin dans ces législations sur le DPE ? Oui, certainement. Quand on a voté cette loi, nous, on a alerté, tout ici autour de la table, que si on n'y mettait pas les moyens financiers pour aider les logements, les bailleurs sociaux et les bailleurs privés à rénover des logements, à les sortir de la location, à les sortir du marché. Donc on voit bien avec tous les aléas autour de ma prime rénov', on voit bien que cet argent, ces moyens financiers qui sont mis pour aider les propriétaires et les bailleurs sociaux à rénover n'est pas là. Donc la crainte que nous avions et qui est en train d'arriver, c'est que beaucoup de logements sortent encore plus et donc fassent encore plus cet embouteillage. Ouais. Si je peux me permettre très rapidement, ce sujet-là, on va aller voir notre troisième citoyen après. Ce sont aujourd'hui 600 000 logements classés G qui peuvent sortir du marché. Bien sûr qu'il faut rénover, qu'il faut massifier la rénovation de nos passoires énergétiques, de nos logements, mais attention, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut prendre en compte le contexte dans lequel on est. Voilà pourquoi, il y a peu, une loi a été votée. J'ai déposé en fait une proposition de loi qui vise en fait à clarifier les obligations de rénovation énergétique et surtout à éviter la sortie massive de ces passoires en mettant bien sûr des gages. L'idée, c'est de ne pas arrêter. Loi qui a été votée le 1er avril de cette année au Sénat et on attend et on a demandé au ministre de concert, en tout cas, à ce qu'il soit inscrit à l'Assemblée nationale pour que ça fasse son chemin et qu'on évite encore une fois, qu'il y ait une sortie trop importante. Exactement. Très Parce que ça a un impact sur les charges. On voit bien que la dame aussi, au-delà du loyer, c'est les charges aussi. Ouais. On va aller voir notre troisième citoyen dans cette émission. Bonjour Emmanuel Klein, merci d'être avec nous. Vous êtes bénévole du DAL dans les Landes, le droit au logement, une association qui milite contre le mal logement. On va continuer à parler avec vous du difficile accès aux logements sociaux. Quel est le constat que vous faites dans votre département ? Ce sont des milliers de demandes qui n'aboutissent pas et autant de personnes qui sont en difficulté à l'heure où l'on se parle. Tout à fait. Donc, moi, je suis représentant des locataires chez le bailleur social XL Habitat dans les Landes, qui a à peu près 11 000 logements disponibles et plus de 12 000 demandes. Ça donne une petite idée. Après, là où je suis très présent, moi, c'est sur le front de la rue, où finalement aboutissent les gens qui n'ont pas réussi à se loger, trouver des solutions, et qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, qu'est-ce qui coince dans l'accès à ces HLM ? Est-ce que c'est le manque de nouveaux logements ? Est-ce que c'est le fait que les logements ne se libèrent plus pour permettre à de nouvelles personnes d'y accéder ? Qu'est-ce qui coince exactement dans l'accès à HLM ? Eh bien, en fait, plusieurs facteurs qui concourent à ça. Bon, déjà, moi j'aime bien quand j'entends dire crise du logement. Donc, crise du logement, c'est le résultat de plusieurs décennies de politique du logement qui ont conduit à ça et de désengagement de l'État. Après, effectivement, on construit moins de HLM. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi peu il y a eu aussi peu de construction de HLM depuis des années. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens, maintenant avec l'augmentation des loyers, qui se rabattent sur le parc HLM et qui restent, c'est-à-dire auparavant, ils pouvaient accéder au logement souvent, c'est-à-dire que le logement social était un tremplin vers l'accession à la propriété. Ça ne fonctionne plus non plus. Après, il y a des facteurs qui sont aussi, par exemple Airbnb, nous on est dans une région de tourisme, il y a plein de facteurs comme ça qui peuvent être quand même assez différents, mais globalement en fait il n'y a pas eu assez de logements sociaux construits depuis des années, quoi. Ça c'est un fait.
Un logement social, il manque un logement social pour les très modestes, c'est-à-dire qu'on construit 3 types de logements sociaux et il manque celui pour les familles qui ont le moins de revenus, c'est ça aussi. Effectivement. Il y a aussi le fait qu'on a mis du logement social en vente, qu'on a fait des grandes opérations de rénovation de l'habitat et que les logements qu'on a démolis, qui n'étaient pas toujours des logements insalubres et loin de là, loin s'en faut, en fait ont été remplacés par des logements plus chers. Donc on a fait monter un peu le standing, on va dire. C'est aussi le cas, moi j'observe ça dans les Landes et notamment dans mon quartier sur les réhabilitations. On a une réhabilitation, donc ça va dans le bon sens certainement, et ça c'est sûr, avec notamment par rapport aux problèmes climatiques. Ceci dit, si derrière ça l'augmentation fait que des nouvelles personnes ne pourront pas accéder à ces logements parce que le loyer a été augmenté de trop, voilà. Donc après, je voulais réagir aussi parce que les jeunes, j'entends bien moi quand on parle d'un revenu adéquat avec les jeunes, mais il faut quand même rappeler que les jeunes, ils n'ont pas de revenus en dessous de 25 ans. Donc ça les aide pas non plus à accéder au logement. Le logement social, encore moins. Oui. Alors, et donc, on attend un logement à Dax en moyenne. Et est-ce que cette durée a beaucoup augmenté ces dernières années? Combien de temps est-ce qu'on attend un logement HLM? Alors là, je pense que je vais faire des envieux parce que le délai anormalement long dans les Landes pour faire une demande d'ALLO, c'est-à-dire être reconnu prioritaire par rapport à ça, est de 22 mois. 22 mois. Alors qu'en fait, en région parisienne, c'est plusieurs années, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est relativement peu, mais bon, il n'empêche qu'en fait les solutions ne sont pas forcément de suite. Voilà. Et est-ce que vous diriez que ces délais s'allongent ces dernières années? Est-ce que vous avez vu une évolution aussi dans le fait d'attendre de plus en plus longtemps ces logements HLM pour les personnes qui en demandent? Les délais s'allongent, mais il y a aussi des tas de gens qui sont, par exemple, moi, je milite beaucoup, comme je vous disais, je suis proche des sans-abri. Donc vous avez la loi DALLO qui était prévue en 2007, qui était censée sortir les gens de la rue. Et en fait, c'est jamais appliqué. Donc, clairement, les sans-abri, ils vont attendre des mois et des mois, puisque les CCAS ne font jamais même quand les dossiers ont été instruits, c'est-à-dire les demandes déposées, on ne fait jamais de demande pour faire reconnaître leur situation d'urgence et les reloger en priorité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un déversoir qui va vers le bas. On ne va pas vers le haut, c'est-à-dire on ne reloge pas des gens en difficulté petit à petit et en allant vers le plus. En fait, c'est le contraire, c'est qu'on ne reloge pas et donc il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans les situations impossibles ou à la rue. Amel Gacquer, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage? Très grande précarité. Le délai d'attente pour un logement social en France, c'est 18 mois. En région parisienne, c'est 3 ans et demi, en fait, pour répondre, en tout cas pour compléter ce qui a été dit. Vous l'avez dit, monsieur. En fait, le vrai souci, c'est ça, c'est le manque de construction de logements. On parle de DALLO, etc. La réalité, c'est qu'on est en pénurie grave, comme on en a rarement connu. Et c'est lié, en fait, aujourd'hui, à un manque d'investissement. Aujourd'hui, on a obéré, on a retiré des capacités d'investissement aux organismes, aux bailleurs sociaux. Cette fameuse RLS, réduction de loyer de solidarité, dont on a parlé à plusieurs reprises dans notre hémicycle dans le cadre du projet de loi de finances. Et en fait, cette réduction du loyer de solidarité, c'est quoi? C'est 1,3 milliard qu'on enlève dans les caisses des bailleurs sociaux tous les ans. Donc voilà pourquoi on ne construit pas assez. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que, même sur la rotation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de rotation de 7%. Ouais. Donc les gens ne sortent pas. C'est exactement ce que vous dites, monsieur. Dominique Estrosi-Sassone, est-ce que le logement à loyer modéré, il joue son rôle aujourd'hui en France? Il faut qu'il joue son rôle, parce qu'il a un rôle contracyclique et extrêmement important dans notre société et sur le territoire. Mais on en revient toujours au même postulat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours résidentiel en France est complètement bloqué. Il est bloqué depuis le logement d'intégration, le logement social d'intégration, le logement social de base, l'accession sociale à la propriété, l'accession à la propriété et le logement libre. Et que tant qu'on n'arrivera pas à retrouver de la fluidité sur l'ensemble des segments du marché de l'habitat, on se trouvera confronté à ces situations-là, c'est-à-dire de gens qui ne peuvent pas sortir du logement social alors qu'ils pourraient en sortir et qu'ils ne peuvent plus construire un projet de vie parce que, comme l'a rappelé monsieur, le logement social était un logement de transition qui était une première étape dans un projet de vie et aujourd'hui, les gens, la marche est encore trop élevée pour accéder à du logement libre ou pour accéder à un projet d'accession à la propriété, nos concitoyens restent dans le parc social et de fait, il y a un taux de rotation qui est donc de plus en plus faible et qui ne permet pas à des
des gens qui sont plus dans la difficulté de pouvoir à leur tour intégrer le marché du logement social. Emmanuel, vous avez vu, vous, la situation empirer sur le terrain avec des personnes donc à la rue. Vous avez commencé à nous en parler. Est-ce que vous pouvez faire un constat sur l'évolution pour ces personnes ces dernières années? Le chiffre a augmenté à Dax. Alors, moi, déjà, ce que je veux répondre, c'est que quand on fait ce constat, comme l'a fait Madame la sénatrice, qui est fait depuis plusieurs années, comment se fait-il qu'on se retrouve avec des lois comme la loi Kasbarian 1, la loi Kasbarian 2, et dernièrement, là, tout dernièrement, encore un décret qui va multiplier encore les expulsions et surtout qui va supprimer des moyens au préfet de ne pas expulser les gens, c'est-à-dire en fait, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait le grand problème il est là, c'est qu'aujourd'hui on fait tout pour mettre les gens à la rue, et y compris les juges ont moins de pouvoir pour négocier sur, par exemple, des apurements de dettes ou des choses comme ça. Donc tout est fait vraiment pour que les gens se retrouvent dehors. Et là, on arrive vraiment à des situations inhumaines. Alors, effectivement, le Parlement qui a adopté en 2023 effectivement la loi Kasbarian, dit loi anti-squat, qui a accéléré les expulsions, durci les sanctions envers les locataires parfois précaires. Donc, selon les associations, ça a pu aussi, comme cela, mettre des gens à la rue. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, moi, je n'ai pas voté cette loi et j'étais contre cette loi parce que je pense qu'effectivement, criminaliser, c'était un petit peu ça, un petit peu des gens qui... on est... Ah non, on n'est pas d'accord là-dessus, ça c'est sûr. Mais on a du coup, on a parfois des familles, particulièrement, je vois des femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles, souvent des femmes après une séparation, et qui ont du mal à payer leur loyer. Je crois que plutôt que de les expulser, il faut essayer. Moi, je l'ai fait quand j'étais maire d'une commune. J'avais des logements chez moi, des logements communaux, sociaux. Eh bien, j'avais des personnes en difficulté. J'essayais de trouver des solutions pour pouvoir les accompagner dans le temps, pour pouvoir payer les loyers. À droite, vous voulez répondre très rapidement? Oui, très rapidement. D'abord, nous sommes attachés à la propriété privée. Mais quand on voit que ça crée de la précarité ensuite, et que ça peut mettre des gens à la rue... Elle a été faite pour répondre à des situations bien précises de squat, de personnes qui s'introduisent par effraction dans le logement d'une personne qui est propriétaire de ce logement. Et ça peut avoir des conséquences sur des loyers précaires. De pouvoir faire en sorte qu'on puisse rapidement faire sortir cette personne d'un logement dans lequel il s'est introduit par effraction. Et cette loi, elle gardait un équilibre entre le locataire qui n'était pas un locataire de mauvaise foi et le locataire qui véritablement, ou locataire en titre, ou la personne qui s'était introduite par effraction et qui de fait n'a pas à rester. Ça c'est l'esprit de la loi. Bien sûr. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer. Il ne faut pas opposer locataire et propriétaire. On doit respecter les droits des propriétaires comme on doit respecter les droits des locataires. Aujourd'hui, dans mon territoire, je suis confrontée très régulièrement à des propriétaires qui viennent me voir et qui me disent « j'ai acheté un logement que je mets à louer, j'ai acheté 2 logements pour ma retraite et je me retrouve avec des personnes qui sont entrées en toute illégalité, qui aujourd'hui détruisent le logement. Et je pense qu'il ne faut pas simplifier. Vous avez raison, monsieur, sur le fait qu'il y a une misère et qu'il faut s'en occuper, mais on ne peut pas opposer. Non, mais il y a eu un déséquilibre ces derniers temps très important au profit des locataires quand même. Allez, on passe à notre citoyenne suivant. Il y a un autre facteur qui aggrave la situation, c'est l'implantation forte en France de certaines plateformes de location à courte durée, comme Airbnb ou encore Booking.com. Mais vous allez l'entendre, c'est parfois pour des raisons spéculatives, mais pas du tout. Alors on prend la direction de la Côte d'Azur pour rencontrer Elodie Fakfak. Bonjour Elodie, vous avez acheté un bien avec un local commercial que vous avez transformé en logement. On va voir une courte vidéo que vous avez tournée pour nous. Nous avons acheté cette maison l'an dernier. Donc c'est une maison au Haut de Cagnes, c'est un quartier de Cagnes-sur-Mer sur la Côte d'Azur. C'est un village médiéval. Et nous avons aussi donc profité du local qui était pour l'instant au début une chaufferie. Et nous l'avons aménagé en studio qui nous sert de chambre pour nos enfants, chambre d'amis, studio qu'on loue en Airbnb et puis qu'on échange aussi en home exchange. Bonjour Elodie, merci d'être avec nous. On le voit, il y a eu tous ces Français qui ont témoigné avant vous. On pointe souvent Airbnb qui est désigné comme quelque chose qui vient déstabiliser le marché. Comment est-ce que vous, du coup, vous avez vécu de mettre ce logement sur Airbnb? Oui, bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Disons que le Airbnb, ça permet une certaine souplesse
que nous ne pouvons pas avoir si on fait de la location nue ou de la location à l'année. Et c'est vrai que les logements dans les Alpes-Maritimes sont très, très chers et nous, on est une famille recomposée. Du coup, on a 5 enfants et on ne peut pas avoir une maison avec 6 chambres. Donc, ça nous permet d'avoir une sorte de chambre d'amis où on peut accueillir nos enfants et aussi le louer de temps en temps pour arrondir nos fins de mois et puis payer les études des enfants, puisque moi j'ai des enfants étudiants qui doivent aussi se loger sur Rennes, par exemple, en ce moment. Donc, c'est vraiment pour avoir une flexibilité. Et alors, vous n'avez pas l'impression, vous, de participer donc à cet aspect spéculatif du marché? Comment est-ce que vous vivez ça? Disons que évidemment, ce logement, il était très petit, donc pour moi, il n'est pas du tout adapté à un logement étudiant parce qu'il est déjà en haut de Cagnes, difficile pour se loger, donc est très petit, puisqu'il fait 15 mètres carrés. Donc je trouvais que c'était plus adapté à du tourisme. Et après, ça n'empêche pas aussi de pouvoir dépanner. Là, je vais certainement dépanner une jeune fille qui va être en stage pendant quelques mois sur la Côte d'Azur et qui a besoin d'un logement. Donc, ça aussi, ça permet de loger des personnes, des étudiants aussi. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça permet surtout une souplesse dont j'ai besoin parce que je peux pas avoir une maison assez grande pour accueillir toute ma famille, puisque voilà aussi, c'est un peu en ce moment, il y a beaucoup de familles recomposées. J'en fais partie. Et cela vous permet aussi de rénover, de restaurer la maison qu'on a vue à côté. C'est ça aussi l'enjeu avec ces compléments de revenus? Oui, tout à fait, parce que c'est une maison de village. On a déjà commencé à rénover. Et, il y a un jour, on aura aussi la façade de l'autre côté que vous ne voyez pas sur cette vidéo, qui est à refaire, qui va coûter dans les 10-15 000 euros à mon avis. Donc c'est aussi pour le village, ça sera aussi bien qu'on puisse rénover ces maisons de village, parce que et puis ça permet aussi de dynamiser le haut de Cagnes, qui est moins connu que Saint-Paul-de-Vence, et il y a quelques restaurateurs. Donc nos personnes, nos visiteurs viennent aussi profiter des restaurants du Haut-de-Cagnes. Ça permet de faire connaître aussi le Haut-de-Cagnes, qui est moins connu que certains villages du coin. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes la locale de l'étape. Qu'est-ce que ce débat sur Airbnb vous inspire? Quand on voit que ça sert à restaurer aussi le Haut-de-Cagnes, qui est moins connu, comme le disait Élodie, mais le législateur qui a quand même beaucoup contraint ces dernières années ce recours à Airbnb, pourquoi pas leur laisser cette liberté à ses propriétaires? Cette liberté, elle existe. Là encore, c'est une question d'équilibre. Les locations saisonnières, les meublés de tourisme se sont énormément développés et on ne peut pas dire le contraire que dans un département comme celui des Alpes-Maritimes, dans des régions particulièrement attractives au niveau du tourisme, on a vu un développement exponentiel des meublés de tourisme, des locations saisonnières, au détriment du marché locatif de longue durée. C'est une réalité. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la loi que l'on a votée il y a un an de cela, trouver cet équilibre dans des zones tendues, donner plus d'outils aux maires pour qu'ils aient la possibilité de mieux réguler les locations saisonnières. Mais bien évidemment, dans le cas que cite Élodie, ça n'empêche pas que l'on peut aussi continuer à pouvoir faire du Airbnb pour avoir un revenu complémentaire qui est loin d'être anodin et qui participe effectivement à pouvoir réinvestir sur sa résidence principale juste à côté. Donc c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre et je crois que le fait que les maires soient à même de juger si oui ou non ils actionnent certains de ces outils, eh bien ça permet aussi de lutter contre des gens qui véritablement ont une volonté de faire des placements financiers au regard d'autres personnes comme Élodie qui font un investissement mais qui participent aussi à la vie de la commune. Madame Artigalas, est-ce qu'on a trop d'Airbnb en France aujourd'hui? Est-ce que ça déstabilise beaucoup le marché? On sait que c'est l'un des pays, la France, où Airbnb est le plus implanté après les États-Unis. Donc on a voulu, à un moment donné, la France a voulu devenir la première destination touristique au monde. Donc on manquait de logements, il a fallu, et les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait pour favoriser effectivement les locations touristiques. On est arrivé à un point où on en a assez maintenant, et même dans certains lieux. Mais Élodie, rien ne vous empêche de continuer à louer votre logement à Airbnb comme vous le faites. Ce qu'a dit Dominique est très juste, c'est la loi permet de donner des outils dont les maires peuvent s'emparer. Mais ces trouver un équilibre. Trouver un équilibre. Et ces outils, ils vont jouer sur le flux.
et non pas sur le stock. Le stock, il est là, il existe. On ne peut pas changer la destination d'un logement si le propriétaire n'en est pas d'accord. Et du coup, si vous voulez, c'est quand même cette question de l'outil qui est donné, qui est important pour pouvoir cet équilibre. Parce qu'effectivement, dans les zones tendues touristiques, il ne faut pas oublier aussi que les communes vivent très souvent du tourisme, que la première économie, c'est le tourisme. Donc si on bloque trop les logements touristiques, on pénalise aussi d'autres, pas que les loueurs, les commerçants, qui vivent aussi de cette venue des touristes. Donc il faut trouver cet équilibre. Élodie, vous aviez préparé une question pour nos 3 sénatrices. Est-ce que vous voulez bien la poser, s'il vous plaît ? Oui, c'était ne faut-il pas mettre en place des exemptions à la réglementation Airbnb dans certains cas, justement en cas de rénovation ou encore pour des compléments de revenus. Certainement si c'est au moins son premier logement Airbnb par exemple. Oui, là, Madame vous mettez Gacker. le doigt en fait quand même sur... exactement, c'est déjà le cas. Et vous mettez le doigt sur finalement la problématique de ces meublés de tourisme. Aujourd'hui, on a 2 types en fait de bailleurs de meublés de tourisme. Il y a le cas d'Élodie, et puis il y a l'autre cas, ceux qui font de la spéculation véritablement. Et ce qui a été aujourd'hui visé, en tout cas dans ce qui a été voté il y a un an dans ces textes d'Annaïg Lemeur, c'était de dire on arrête le côté hyper incitatif fiscalement, parce qu'on parle des outils pour les maires qui est extrêmement important, et puis il y avait toutes les incitations fiscales qui ont fait que certains achetaient des biens qui étaient alloués de la location longue durée pour en faire uniquement des meublés de tourisme et partout en France. Moi, je vois dans ma commune de 25 000 habitants, qui n'est pas forcément une grande commune touristique, on voyait quitter ou partir en tout cas certains logements vers du meublé de tourisme. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que c'était moins incitatif et à casser en fait cette spirale spéculative qui mettait en difficulté particulièrement certains territoires. Vous avez évoqué les maires. Justement, on va aller rencontrer un maire. Le maire de Chamonix-Mont-Blanc, Éric Fournier. Bonjour, monsieur le maire. Public Sénat qui s'est rendu sur votre commune la semaine dernière à Chamonix. Face à la pression pour se loger, vous avez fait voter un plan local d'urbanisme très précis concernant notamment les logements secondaires. Reportage de Jérémy Heinz. Chamonix, ses paysages enneigés et ses maisons fermées une bonne partie de l'année. Ici, 70% des logements sont des résidences secondaires, avec une forte incidence sur le prix des biens, selon cet agent immobilier. La fourchette basse, par exemple, on a ce petit 2 pièces qui est à 305 000 €, avec vue Mont-Blanc, très bon état, en plein centre-ville. La fourchette haute, on est là pour un appartement en plein centre-ville aussi, vue Mont-Blanc, dernier étage, à 850 000 € pour un peu plus de 57 mètres carrés. Résultat, des habitants permanents qui ne peuvent plus se loger. Parfois, certains sont obligés d'aller habiter un petit peu plus loin à l'entrée de la vallée, voire même en bas de vallée. Alors, la mairie a décidé de lutter. Location de courte durée limitée à un bien par propriétaire, interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires et plus de logements réservés aux habitants permanents, comme cette résidence aux loyers accessibles. Depuis 3 mois, Fatma en est l'une des premières locataires. Une vraie libération. Quand j'ai commencé à chercher, effectivement, dans le parc privé, je me suis dit, oulala, je vais me retrouver dans un studio à 700, 800 € et pouvoir accueillir mes enfants, ça va être compliqué. Une politique vitale selon le maire de la commune. Il est évident qu'on n'est pas un parc d'attractions, on a une population, on a des écoles, on a une vie sociale et il faut continuer à entretenir cette vie sociale. Et l'une des briques essentielles de cela, c'est la politique du logement. Si on n'a pas de logement à proposer, on n'a plus de fonctionnaires qui viennent s'installer, les services publics ne tournent plus, notre population, du coup, ne peut plus continuer à vivre. Chamonix espère regagner 100 logements par an pour les résidents permanents. Et merci d'être avec nous, monsieur le maire. On l'a entendu dans le reportage, on n'est pas un parc d'attractions. C'était urgent pour vous de mettre en place ces mesures pour les habitants qui vivent à Chamonix à l'année. C'était une solution pour ne pas devenir une réserve d'Indiens à Chamonix.
C'est en tout cas, oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames les sénatrices, c'est en tout cas un élément de solution qui était important. Alors la politique de logement, je l'ai entendu dans votre émission, c'est une politique de long terme, ça ne nous a pas empêché depuis très longtemps de faire tout ce que font généralement les maires, c'est-à-dire l'acquisition de terrain, la mise à disposition de bailleurs sociaux, l'interdiction, la limitation, la régulation des Airbnb, comme ça a également été évoqué. Et là, effectivement, plus récemment, nous avons pris la possibilité que nous donnait la récente loi Lameur et Chanis de réserver une partie significative des terrains qui restaient à bâtir. Il y en a peu qui restent à bâtir sur la commune de Chamonix, mais de les réserver pour nos habitants principaux. Alors c'est assez, ça se passe pas sans vague. Parce qu'il faut l'expliquer, il faut beaucoup communiquer sur les raisons qui motivent cet engagement municipal, mais c'est un outil de plus au service des maires. Il y avait déjà des choses qui nous permettent d'agir. Alors comment ça fonctionne exactement? L'idée c'est que maintenant on ne va plus pouvoir acheter une résidence secondaire dans votre commune, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Pour les biens qui sont déjà existants, les mutations peuvent se poursuivre et là, nous ne pouvons pas y toucher. Donc, c'est quand même une partie très importante du parc résidentiel. Mais pour les nouveaux terrains susceptibles d'être mis en urbanisation, effectivement, nous mettons en place la servitude de logement permanent et là, il faudra effectivement s'engager à produire pour du logement permanent. Alors, soit dans le cadre d'opérations individuelles que les privés pourront porter, soit dans le cadre d'OAP qui sont assez largement maîtrisés par la collectivité. Alors comment ça fonctionne très concrètement? Comment est-ce que vous allez contrôler la présence des personnes qui vont acheter ces biens? Alors la question du contrôle est importante puisque la loi, comme nous le savons, elle date de novembre dernier, novembre 2024, pardon, elle a 13 mois maintenant, et la question du contrôle va se poser aux maires et je pense avec l'appui, et j'espère vivement, avec l'appui d'ailleurs de nos parlementaires et de l'État. De très nombreuses communes touristiques ont pris depuis les mêmes dispositions. J'ai en tête Bonifacio, Cancale, des communes également du littoral basque. Et nous partageons avec eux le même souci, c'est de dire, oui, il y a du déclaratif lorsqu'on fait de la résidence principale, mais il faut aussi derrière qu'il y ait du contrôle, tout comme on le fait par exemple pour les locations sur les plateformes dont nous parlions précédemment. Donc là-dessus, on a un travail effectivement très étroit avec l'État. On a des choses qu'on a pu faire également par le biais d'actes notariés. Par exemple, les clauses antispéculatives que nous mettons en place en cas d'accession à la propriété. Quand on a une opération qui est une opération communale, où on a de l'accession à la propriété, la commune, par acte notarié, fait en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation possible, en tout cas qu'une partie de la spéculation revienne à la collectivité. Et c'est ma dernière question, vous avez commencé à l'évoquer, donc il y a des propriétaires de résidences secondaires qui se sentent visés, ils vous l'ont dit, et sachant qu'eux aussi payent la taxe foncière peut-être? Alors, évidemment, tout le monde paye la taxe foncière, mais vous savez, la population de Chamonix, j'entendais tout à l'heure, 70% de la population française est éligible au logement social. À Chamonix, contrairement à ce qu'on pense, c'est 80%. Donc, on voit que notre population, elle est plutôt pas aisée. Et donc, moi, j'ai une politique fiscale qui a été relativement basse et faible. Donc, nous avons mis en place la surtaxation par contre résidence secondaire et nous réinvestissons à l'euro toutes les surtaxes qui sont mises en place et qui sont collectées auprès des résidences secondaires pour acheter de l'immobilier ou du logement pour nos habitants permanents. Allez-y, vous avez une question, Madame Artigalas, allez-y. Moi, deux questions. Rapidement. Le pourcentage de résidences secondaires et de meublés de tourisme sur Chamonix et le montant de la surtaxation. Est-ce que vous allez jusqu'aux 60% de surtaxation? Alors, pour le pourcentage, nous sommes à 50, pas tout à fait au plafond, mais nous sommes à 50. Et simplement, effectivement, 4 chiffres pour vous donner une idée du problème du logement à Chamonix. Sur 14 000 biens immobiliers, nous avons 9 000 résidences secondaires, donc 5 000 résidences permanentes seulement. Et la politique du logement que nous avons mise en œuvre nous a permis de maîtriser ou d'être propriétaire de 1100 logements. Donc on est largement, sans y être astreint d'ailleurs, au-delà des objectifs de la loi dite SRU, vous le voyez. Amel Gacquer, est-ce que vous voulez réagir? Il y a des solutions donc pour les maires. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Je trouve que ce témoignage est extrêmement... En tout cas, nous renforce dans ce que nous débattons et ce que nous votons finalement au Parlement et particulièrement au Sénat. Vous mettez des outils à la disposition des élus, ils peuvent s'en emparer. Qui mieux que le maire
pour savoir ce qu'il y a à faire dans sa commune, tout en respectant, et vous l'avez très bien dit, il y a des gages dans tout ça. Mais cette régulation, elle vous permet enfin d'éviter le sentiment de déclassement que peuvent vivre les habitants en se disant « je suis né ici, mes parents sont nés ici, et je ne peux pas... Je travaille ici, et je ne peux pas vivre ici. » Donc bravo à vous, et on continuera à aller dans ce sens-là. Et c'est encore une fois, ce sujet-là nous permet de... Et on le voit, on a encore des dispositions sur lesquelles on doit aller plus loin aujourd'hui, mais on doit aller dans ce sens-là. Le pouvoir au maire et l'axe de décentralisation qui a été évoqué notamment par le Premier ministre, par le ministre du Logement également. Je pense que c'est un sujet aussi, et j'invite tous les élus, et c'est le cas aujourd'hui, les associations d'élus s'expriment là-dessus, à prendre ce sujet-là, y aller, à faire des propositions, parce qu'il faut qu'on aille vraiment plus loin, parce que les décisions, elles doivent se prendre au sein des territoires. On arrive à la fin de cette émission. Vous allez proposer un texte bientôt, Madame Estrosi-Sassone. Il est déjà inscrit à l'ordre du jour en janvier. Il y aura ce type de mesures très concrètes pour des élus locaux qui pourront s'en emparer, changer la vie dans leur département, dans leur commune. Oui, ce texte, il va parler très largement du logement sur tous les segments du marché de l'habitat, mais il y aura un titre qui concerne directement les élus locaux. Les maires. Comment est-ce qu'on arrive à redonner confiance aux élus locaux pour les mettre à la fois au cœur du dispositif d'attribution des logements sociaux, mais aussi pour leur permettre de pouvoir trouver plus de souplesse, plus d'agilité dans l'application des textes, je pense en particulier à l'article 55 de la loi SRU par exemple, et mieux tenir compte des spécificités et des réalités territoriales. C'est ce qui nous guide depuis très longtemps au Sénat, c'est de dire que la loi, certes, elle est générale, cette loi, elle est donc applicable sur l'ensemble du territoire national, mais en fonction des territoires sur lesquels on se situe, on doit mieux prendre en compte ces spécificités et ces réalités territoriales. Et on en a un exemple à travers le cas de Chamonix, par exemple pour la régulation des meublés de tourisme, pour pouvoir mieux lutter contre un pourcentage trop important de résidences secondaires qui, effectivement, ne permet pas aux travailleurs saisonniers, mais aussi aux habitants de Chamonix de pouvoir se loger de façon abordable. Madame Artigalas, le mot de la fin, un enjeu essentiel pour les municipales. Alors, monsieur le maire ne se représente pas, mais pour tous les prochains candidats aussi. Moi, j'ai assisté à plusieurs tables rondes où vraiment la question du logement, et particulièrement dans les zones touristiques tendues, était au cœur du sujet des élections municipales. On a eu à un moment donné cette idée qu'un maire bâtisseur, qu'un maire qui construisait était un maire battu. Je crois que ce n'est plus le cas actuellement. Je crois qu'effectivement, les élus, et on le voit bien là avec Chamonix, ont un cœur de pouvoir loger leurs habitants et de pouvoir aussi maintenir quand même une activité économique qui est importante pour leur commune, qui est l'activité touristique aussi. Je crois que les deux sont liés. Eh bien, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à nos Françaises et à nos Français qui ont participé à cette émission. Merci à vous trois sénatrices présentes en plateau. Merci aux équipes éditoriales et techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. Notre émission qui est à retrouver sur publicsénat.fr et également sur toutes les plateformes de podcast. Et ça s'écoute très bien. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou X. On vous partage bientôt le thème de notre prochaine émission. On vous propose de réagir. À très vite sur Public Sénat.